Se mettre en état d'effervescence. Dès les premières heures, sans précision sur le programme, ni sur le site qui fera l'objet de votre intervention, je vous invite à mener parallèlement 2 actions d'une grande intensité. Vous devez d'abord combler, dans un temps court, un déficit énorme de connaissances. 1000 questions doivent être posées. Que s'est-il tramé? Que se trame-t-il sur ce lieu? Que veut-on faire de lui? Et qui le veut? Quel fut son apogée? À quand remonte son déclin? Pourquoi est-il disponible aujourd'hui? Et pourquoi doit-on le transformer? Toutes ces questions peuvent rester pour un temps sous une forme évasive, suspendue. Seul compte pour l'instant leur émergence et leur accumulation. Quand nous travaillions pour faire le projet dans ce petit restaurant qui est au bord de la Garonne. Et le soir, quand la Garonne était calme, on était absolument estomaqués de voir la beauté du reflet de cette couronne de bâtiments dans la Garonne. Et on s'était dit, si on pouvait amener pour les gens qui sont sur notre propre quai cette émotion-là, plutôt que d'aller passer sur la rive d'en face, on aurait fait quelque chose de formidable. Vous pouvez très bien, sans attendre toutes les réponses, formuler des hypothèses de travail et dessiner les premières propositions d'aménagement. L'état d'effervescence que je vous suggère viendra, en effet, dynamiser et conforter les premiers moments où vous devrez résoudre des contradictions, réunir des domaines séparés, expérimenter, imaginer l'espace et le représenter. Ce métier de paysagiste nous fait rentrer dans un monde où justement on est obligé de penser transversalement, quoi. On est obligé de traverser les différentes disciplines. C'est ce qui d'ailleurs souvent nous fait accuser d'être un peu touche-à-tout. C'est parce qu'on est obligé de s'occuper de beaucoup de choses, non, quand on est paysagiste. Parcourir en tous sens. Vous devez parcourir le site et ses alentours en tous sens. Observer et consigner toutes les configurations, jusqu'au plus ténu et au plus négligeable. Le premier écueil serait donc votre fascination pour un point de vue unique, fascination si forte qu'elle éclipserait toutes les autres données. Pour conjurer cette majoration abusive, apprenez l'ubiquité. Évidemment, l'idéal serait, si c'était possible, que vous ayez réellement le don de l'ubiquité. C'est-à-dire que vous soyez partout à la fois en même temps. Que vous puissiez, je sais pas quoi, imaginez que votre corps se gonfle ou se déploie de telle manière que vous touchiez en même temps et que vous soyez en contact avec toutes les choses du paysage Vaudou. Alors vous auriez quelque chance de pouvoir en dire un peu quelque chose de ce paysage. Soyez partout à la fois. Et lorsqu'un point de vue s'impose, fuyez à l'opposé, quitte à revenir vers lui si sa domination persiste. Le second écueil serait de ponctionner sur le paysage, à la suite de visites plus ou moins succinctes, quelques données objectives, généralement les plus tranchées, les plus saillantes, celles qui se prêtent le mieux à la représentation, à la transcription. Cette approche analytique est souvent séparatrice. Les projets qui s'ensuivent montrent bien qu'ils sont inaptes à recomposer vraiment la réalité, qu'ils ne sont le fruit que d'une extraction, que d'une suite de négligences. Explorer les limites, les outrepasser. Tout projet sur le territoire devrait commencer par remettre en cause l'apparente légitimité des limites convenues pour une opération, par le refus de laisser le paysage se fragmenter en multiples terrains d'action aveugles les uns aux autres. L'aménagement de chaque lieu doit, au contraire, être instruit par une connaissance large du site qui l'accueille. Et son projet doit travailler l'ensemble des données induites par les espaces mitoyens qui, par enchaînement, composent les divers horizons d'un site. Que les espaces sur lesquels on travaille ne sont pas des espaces inertes, amorphes, ne sont pas des espaces stables, et que ces espaces sont tous dans une dynamique. Ils sont dans une histoire. Et que la question du projet sur ces espaces est bien la question de l'enchaînement. Le territoire est mouvement, le territoire est histoire. Il n'a pas de limite fixe, précise. La caractéristique des espaces extérieurs sur lesquels nous travaillons ont des limites poreuses. C'est-à-dire qu'on peut toujours passer au travers de la limite.
Et donc, d'une certaine manière, on peut toujours s'extravaser dans l'espace d'à côté. En vous éloignant, vous testerez les diverses conditions par lesquelles, ici, l'espace s'affirme ou là, bascule sur des terrains voisins. Le paysage, c'est du temps. Et voilà, ce temps et cette accumulation des temps est présente dans la Cité internationale. Quitter pour revenir. Au cours de vos premiers travaux d'investigation, plus vous explorerez le site et plus vous découvrirez que les archives de tout espace sont inépuisables. Plus vous analyserez les données du lieu et de la demande, et moins vous serez capable d'agir. Parce que vous pouvez mourir d'extase, tellement vous avez autre chose à découvrir dans un paysage. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez être pris dans cet immense pas et ne plus jamais bouger. Vous devez donc régulièrement prendre de la distance par rapport au site, le quitter pour travailler dans votre atelier à partir d'outils spécifiques qui représentent et transposent la réalité. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, indiscipline de l'esprit. Regardez, on est allé chercher en dehors du site lui-même la possibilité déjà de donner qualité à ce site. Ensuite, en faisant avec Renzo Piano beaucoup de fois l'aller-retour sur le Rhône, on s'est rendu compte que voilà, le Rhône, il travaille par couche. Mais une fois engagé et stabilisé vos premières décisions, vous devez retourner sur le site pour en tester le bien fondé et mesurer l'écart entre l'ébauche de votre projet et son adaptation au site d'accueil. Si vous négligez cette consigne, la greffe que vous proposez a toutes les chances d'être rejetée. Et Michel était un libertaire même. Je ne sais pas si ça se dit en français. Libertario. Il était comme ça. Alors, la liberté dans notre métier, c'est aussi la liberté contre nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. Si on tombe tout de suite dans le piège de dire voilà la solution, c'est fait. Mais il faut accepter qu'il y a un moment d'attente. Traverser les échelles. L'enchaînement spatial et temporel de toutes les choses et situations qui composent le paysage contribue à l'intime emboîtement de ces différentes échelles. Il y a, le plus souvent, de nombreuses correspondances entre les éléments constitutifs du local et ceux du global. La traversée des échelles consiste donc à maîtriser simultanément l'ensemble et le détail, le proche et le lointain. Le parc de Versailles est un exemple sublime de l'emboîtement des échelles. Une margelle de bassin, un emmarchement, la taille d'une haie font implicitement et parfois même explicitement référence à la composition de l'ensemble du jardin. La traversée et la maîtrise des échelles sont, de toutes ces conduites ou aptitudes, les plus difficiles à acquérir, celles qui demandent le plus d'expérience. Et je vous invite donc à vous y entraîner sans attendre. Anticiper. Un attachement de plus en plus marqué au contexte vous prédispose à regarder le territoire d'une manière dynamique. En effet, les différentes configurations du site que vous découvrez traduisent un mouvement général, une sorte d'inclinaison qui exprime le temps physique et culturel à l'œuvre dans le paysage. La méthode que je vous propose peut être comparée à l'usage que font les cinéastes des curseurs de leur table de montage. Faites se dérouler dans un sens et puis dans l'autre la suite des images qui témoignent des divers temps qui ont modelé et configuré ce paysage. En poussant le curseur à son extrême,
vous pourrez presque prolonger cette suite et entreapercevoir les images qui pèsent sur le devenir du site et qui vous inciteront à telle ou telle transformation. Agencer la patience, qui est une autre leçon de nôtre. Vous comprenez, le roi visite Versailles, s'inquiète que les choses n'avancent pas vite, et surtout que... Et donc le nôtre s'ingénie à faire patienter le roi. Et ici, il a inventé le treillage. Et le treillage, c'est un formidable outil pour créer le volume des bosquets avant même que les arbres qui en arrière-plan, plus petits, prennent leur développement. Alors au Saussay, on a, à l'image de le nôtre, ici vous voyez l'éponge, c'est les massifs de hêtres, de chênes, qui sont les massifs des arbres de grand développement, et puis en petites lamelles, ce sont le travail sur les lisières. Défendre l'espace ouvert. La préservation de l'espace ouvert est une valeur à défendre, ou plus exactement, il est important de s'opposer à l'encombrement systématique de l'espace. Ce territoire était terriblement encombré. Il était très parcellisé, coupé en petits morceaux, en petites parcelles. Chacune de ces parcelles s'était intériorisée à l'intérieur d'elle-même avec des cloisonnements, des murs, si bien que ce qui pour moi, paysagiste, est la notion essentielle, vous savez, où que je sois, je cherche la porte de sortie. Ne vous faites jamais les complices d'un acharnement à vouloir tout tenir, tout construire, tout recomposer. Opposez-vous, au contraire, à ceux qui amoncellent un fatras d'objets, mais qui participent à la surcharge générale du paysage. La responsabilité du projet sur l'espace est bien celle d'y ordonner des choses, mais elle est aussi, souvent, celle de se priver de le faire. Ouvrir son projet en cours. Les créateurs, les maîtres d'œuvre, ont beaucoup de choses à dire sur ce qui préside à leur projet. Mais plus rares sont les témoignages sur l'acte de projeter lui-même. J'ai travaillé aussi beaucoup en région parisienne sur un ancien territoire agricole qui était les murs à pêche de Montreuil, où des horticulteurs avaient bâti des murs pour cultiver des pêches, les murs servant de réflecteurs de chaleur pour ces pêches. Et on voit bien que le bâti de ces agriculteurs, le bâti de ces murs agriculteurs, ont été préparatoires à la future ville de Montreuil qui s'est installée par la suite à l'intérieur de ces murs. Je pense qu'ils ont tort de vouloir taire l'errance de leur travail de projet. N'exhibant que le résultat d'un travail, fait dans le secret de l'atelier, ils confortent ainsi l'incommunicabilité fondamentale du travail de création. Rendre compte de cette démarche, c'est rendre accessible à tous, vos enseignants aujourd'hui et demain, les décideurs, les usagers, les entreprises, l'enchaînement des décisions qui ont conduit à la mise en forme proposée. Moi j'aime la campagne, pourquoi ? Parce qu'elle est l'alphabet de la ville. L'alphabet au sens où on voit dans la campagne les traits, les premiers traits d'organisation d'une nature indisciplinée. Rester le gardien de son projet. Ouvrir le temps de son projet. Rendre explicite ses différentes phases d'élaboration sont une conduite souhaitable pour le faire partager et l'amender. Mais gardez-vous de laisser le corps du projet lui-même être envahi, accaparé et finalement détourné par vos interlocuteurs. Seul le créateur peut garder le fil de la transposition. Seul, il peut assurer la cohérence et l'unité de son travail de mise en forme. Vous devez rester les gardiens vigilants de vos projets.